Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver depuis l'Assemblée nationale pour ce nouveau point politique. Cette semaine, je commence par vous parler des élections européennes. Vous ne le savez peut-être pas, mais le 26 mai prochain, on vote. Et c'est cette semaine qu'il faut s'en occuper puisque c'est la dernière semaine pour s'inscrire sur les listes électorales pour pouvoir voter. Alors peut-être beaucoup parmi vous sont déjà inscrits, n'ont pas eu récemment de déménagement ou de modification administrative, donc n'ont pas besoin de retourner dans leur mairie pour s'inscrire. Mais pour tous les autres, ceux qui ont déménagé, eh bien, il faut faire les démarches d'inscription sur la liste électorale. Vous devez les faire soit directement sur Internet, il y a une procédure sur le site Service public, mais vous pouvez également le faire directement en vous déplaçant en mairie. En toute hypothèse, il faut, avant la fin de cette semaine, être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter le 26 mai prochain. Et c'est très important parce que les européennes se situent dans un contexte tout particulier ici en France. Ça fait maintenant plus de 4 mois qu'il y a dans ce pays une grande vague de contestation populaire contre la politique d'Emmanuel Macron. Et si on regarde d'ailleurs où nous en sommes sur ce point, à l'heure où je vous parle, selon les enquêtes d'opinion, entre 46 et 53% des Français sont toujours soutien du mouvement des Gilets jaunes. Je dis bien soutien du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire soutien y compris à ces formes d'action, manifestations. Voilà, malgré tout ce qui a pu être raconté sur les Gilets jaunes, une moitié à peu près des Français soutiennent ce mouvement. Ce qu'on dit moins, et qui pourtant est vrai, c'est qu'une majorité de Français, bien plus importante, est en accord avec les problèmes soulevés par les Gilets jaunes et les revendications du mouvement. Je vous ai déjà dit, mais je le répète, que sur les principales revendications, deux d'entre elles par exemple, c'est une écrasante majorité des Français qui y sont favorables. Prenez par exemple l'impôt de solidarité sur la fortune, son rétablissement, c'est 74% des Français qui y sont favorables. Le référendum d'initiative citoyenne, que nous avions d'ailleurs proposé ici à l'Assemblée et qui a été refusé par la majorité, c'est autour de 70% des Français qui y sont favorables. Autrement dit, voici le tableau à l'approche des élections européennes. On a d'un côté un peuple qui, de manière assez importante, en tout cas bien majoritaire, est en colère contre Emmanuel Macron et sa politique. Et sur des mots d'ordre qui sont plutôt des mots d'ordre de justice fiscale, de justice sociale, de rénovation des droits démocratiques et même, on l'a vu récemment avec les marches pour le climat, sur la question écologique. Et dans le même temps, on a une élection européenne qui se prépare, qui aura lieu le 26 mai. Et donc pour le moment, les sondages donnent à voir quelle serait l'occasion de rejouer le deuxième tour de la présidentielle entre Emmanuel Macron et Madame Le Pen. On doit dire d'ailleurs au passage que celles et ceux qui pensent que voter pour les amis de Madame Le Pen va solutionner quoi que ce soit de nos problèmes, ferait mieux de regarder de très près ce qu'il y a entre les paroles et les actes. Parce qu'à l'heure où le pays est largement mobilisé pour réclamer notamment la hausse des salaires, Madame Le Pen court les plateaux télé en disant qu'elle est opposée à la hausse du SMIC. Donc on voit bien qu'il y a là-dessus une vraie duplicité entre les paroles et les actes et que certains se font avoir, je le dis tout bonnement. Mais il n'est pas question non plus qu'Emmanuel Macron tire son épingle du jeu le 26 mai au soir, parce que voyez bien ce qui pourrait se passer, je vous le dis tout de suite. Si le 26 mai au soir, Emmanuel Macron est à un haut niveau dans le résultat des élections, que va-t-il se passer ? Eh bien, il va venir devant vous le 26 mai au soir et puis il va dire « Bon, ça fait maintenant plusieurs mois qu'effectivement il y a des mobilisations dans ce pays, beaucoup de Français contestaient ma politique, mais il y a eu un vote. Les Français ont été consultés, quelque part, l'élection européenne, malgré ses enjeux européens, dit quelque chose de la situation politique nationale. Et les Français ont voté et ils se sont plutôt prononcés en ma faveur, moi, Emmanuel Macron. Voilà le risque. Et derrière, il se sentirait alors relégitimé pour mener à bien la suite de son programme. Et quel programme ? On le connaît. Notez par exemple que la réforme des retraites qui est annoncée et qui verrait de fait l'âge légal disparaître, parce qu'on vous dit on va maintenir l'âge légal de départ à la retraite, mais si c'est une retraite par points précisément, on se fiche éperdument de l'âge légal, puisque en fait c'est fonction de la valeur de votre pension à la fin de la carrière que vous choisirez de continuer ou pas, selon que vous avez besoin d'une plus grosse pension ou pas, auquel cas il faudra travailler encore davantage. Donc cette réforme des retraites, au départ, ils avaient dit que ça va être le grand sujet des européennes. C'était avant le mouvement des Gilets jaunes, c'était avant ces marches pour le climat et tout le reste. Ils avaient dit le sujet central, ce sera les retraites. Puis finalement, ils ont bien vu ce qui se passait pour eux. Imaginez qu'en ce moment, on est en train de discuter des retraites, l'ébullition que connaît le pays sera encore bien plus importante. Et donc, ils ont décalé ça après les européennes. Autrement dit, ils attendent le résultat des courses pour voir si
leur calendrier fonctionne. Donc je vous mets en garde, si Emmanuel Macron l'emporte le 26 mai au soir, vous savez ce qui vous attend. Après, vous mangez bon sur vos retraites. C'est la prochaine cible. Et sur tout le reste qui est annoncé, c'est-à-dire finalement que d'une situation comme celle-ci, eh bien on revienne à l'état précédent, où tout peut continuer comme avant, où on continue le libéralisme économique, le productivisme et la compétition entre tous que Macron poursuit lui-même. Donc je vous mets en garde là-dessus et je veux vous le dire, le vote efficace le 26 mai, c'est le vote pour la France insoumise et la liste emmenée par Manon Aubry. Pour une raison, c'est que d'abord, ça permet d'empêcher que se rejoue le deuxième tour pourri entre le système représenté par Macron et son assurance vie, le Rassemblement national, Mme Le Pen et M. Bardella, mais surtout de dire quelle politique nous voulons. Oui, nous voulons le partage des richesses, oui, nous voulons la justice sociale et fiscale, oui, nous voulons faire la planification écologique pour régler le défi climatique et par là même relancer l'activité du pays. Et ça, eh bien, le premier bulletin de vote qui permet de le dire, c'est le bulletin de vote France Insoumise pour Manon Aubry. Vous avez vu par ailleurs que à La République En Marche, ça y est, cette semaine, ils se sont mis sur la ligne de départ pour les européennes. Et puis vous avez vu l'attelage original qu'ils vous proposent. On a Madame Nathalie Loiseau qui va être la tête de liste de La République En Marche. Vous avez vu d'ailleurs dans quelles conditions elle a annoncé sa candidature il y a quelques jours de cela face à Madame Le Pen. C'était absolument pitoyable. C'était voilà, une mauvaise blague où elle dit en cours d'émission « Madame Le Pen, vous m'avez fait changer d'avis pour mener le combat contre vous, je vais me présenter alors que je suis arrivé sur le plateau, je n'étais pas candidate. » Ouais. Tout le monde a bien ri de cette histoire. Mais surtout, regardez un peu la tonalité qu'ils donnent à leur campagne sur le fond. Emmanuel Macron a sorti il y a quelques jours une tribune dans à peu près toutes les langues de l'Union européenne, une tribune dont tout le monde se fiche éperdument, c'est-à-dire que ça donne à voir une espèce de leadership en Europe qu'Emmanuel Macron n'a en fait pas du tout. C'est que véritablement, l'un des principaux problèmes que nous avons, c'est que la France est inaudible à l'échelle de l'Union européenne et que tout le monde se moque éperdument de ce qu'elle raconte. Qui plus est, sur le fond, quand on regarde l'interview qu'a donnée Madame Nathalie Loiseau au Figaro cette semaine, c'est titré, je crois, « Avec Macron, nous voulons l'Europe des solutions ». Magnifique lettre au Père Noël, n'est-ce pas ? Mais en ce qui les concerne, eux, l'Europe des solutions, avec cette équipe-là, c'est l'Europe des problèmes. De quelle Europe des solutions parle Madame Loiseau ? Celle qui nous empêche de faire l'harmonisation sociale et fiscale ? Ou celle qui, compte tenu du fait qu'on est censé respecter les 3% de déficit, nous empêche d'investir comme il le faudrait dans la transition écologique ? Laquelle est l'Europe des solutions ? Tout ça, c'est de l'incantation. Alors, ils en font une espèce de mode. Ils ont bien compris que les citoyens étaient soucieux de l'enjeu climatique et écologique. Et donc, dans cette affaire, tout le monde est écologiste. La République En Marche en tête, bien sûr, c'est eux les grands écologistes. D'ailleurs, le numéro 2 de la liste La République En Marche, c'est monsieur Pascal Canfin de l'ONG WWF. Alors, je vous invite à regarder aussi parce qu'il a souvent eu un jugement extrêmement sévère, à raison, contre Emmanuel Macron et sa politique. Et le voici, numéro 2. Et il nous dit encore ce matin sur une grande chaîne de radio « Je voudrais que la dette financière, que la dette écologique, soit considérée d'égale importance avec la dette financière. » Oui, moi aussi, dans l'absolu, je voudrais ça, mais en attendant, M. Macron, que fait-il en matière de politique écologique, sinon de poursuivre le libre-échange, de valider des accords et des traités de libre-échange qui continuent une politique anti-écologique à rebours des engagements pris à la COP 21 ? Que fait-il véritablement sur le fond pour changer le modèle économique ? Absolument rien. De la même manière, en position numéro 4, je crois, sur la liste de La République En Marche, vous avez M. De Serles, je crois, qui est un agriculteur qui avait signifié très fortement sa désapprobation du traité de libre-échange avec le Canada, le fameux CETA, qui organise des échanges absolument fous entre l'Union européenne et le Canada. Et il avait dit, à l'époque, je demande à la France de ne pas, il ne faut pas que la France ratifie ce traité. Et le même se retrouve numéro 4 sur la liste du président de la République qui a validé l'accord dont il disait qu'il ne fallait pas le ratifier. Vous voyez le niveau de duplicité totale qu'il y a dans cette équipe et les effets d'annonce et d'affichage absolument délétères face à un défi aussi important que le défi climatique. Et puis je vous l'ai dit, sur la question écologique, je crois que l'élection européenne doit être le moment de trancher qui sont les écologistes véritablement conséquents. Car en la matière, nous n'avons plus le temps de l'incantation politique. Nous savons et nous disons à la France insoumise que pour faire la planification écologique, que pour organiser la règle verte qui ferait qu'on ne prendrait pas la nature plus que ce qu'elle peut constituer, pour organiser toutes les compétences techniques qu'il faut déployer sur le territoire et mettre en partage avec les autres pays
pour solder le défi climatique, il faut investir beaucoup d'argent. Et que dans le cadre des traités, il n'est pas possible d'investir cet argent parce qu'on doit respecter les fameux 3% absurdes de déficit. Nous le disons, nous pouvons très bien vivre avec plus de 3% de déficit. Par contre, on ne pourra pas vivre avec plus de 3 degrés de réchauffement climatique. Donc posez-vous les bonnes questions. Voilà ce que nous disons dans un moment comme celui-ci qui est important. Et quand on voit certaines formations qui ont toujours eu l'écologie dans leur marque, comme celle de M. Jadot, qui nous déclare récemment que, selon lui, l'écologie est compatible avec le libéralisme économique, nous disons très clairement que M. Jadot, quelles que soient ses bonnes intentions, se trompe. Il n'y a pas d'écologie de marché possible, cela ne fonctionne pas, surtout quand on sait que nous n'avons que 12 ans pour changer de modèle économique. Donc voilà, vous voyez bien que cette élection du 26 mai, elle est importante et qu'elle va trancher beaucoup de questions et qu'il ne faut pas s'en détourner et que surtout, vous devez faire en sorte que ça se sache partout qu'on vote et qu'Emmanuel Macron compte sur une chose. Il compte sur le fait que celles et ceux qui vont se mobilisent en sa faveur et sur le fait que tout ce pays qui est majoritairement mécontent contre sa politique s'abstienne. Raison pour laquelle il n'y a pas eu, vous l'aurez remarqué, trop d'initiatives prises, notamment par le gouvernement, pour faire en sorte que les personnes qui ne sont pas ou mal inscrites sur la liste électorale aillent s'inscrire. Quand on sait qu'il y a plusieurs millions de Français qui ne sont pas inscrits et beaucoup d'autres qui sont mal inscrits sur les listes électorales et qui peut-être ne pourront pas voter le dimanche 26 mai, on se dit que normalement, si on est attaché à la vie démocratique, à l'expression pluraliste politique, il faut faire en sorte de mettre le paquet pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales et aillent au vote. Eux, qu'ont-ils fait? Silence radio, on en aura peu entendu parler. Parce que je crois véritablement que l'intérêt supérieur d'Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte que ceux qui sont en colère contre lui n'aillent pas voter. Donc quand j'en vois certains m'expliquer que la meilleure des solutions, c'est de boycotter les élections européennes, vous faites un formidable cadeau de mon point de vue à Emmanuel Macron. On doit tout faire pour que le 26 mai, Emmanuel Macron ne s'en serve pas comme d'une machine à laver son linge sale qui permettrait de dire après, le soir, voilà, c'est bon, c'est plié, tout le monde rentre à la maison, on continue. Et d'ailleurs, Jean-Paul, première étape, les retraites. Ça, il faut l'empêcher et c'est notre responsabilité d'être contagieux jusqu'au 26 mai pour déterminer ces enjeux. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les élections européennes. Autre chose, vous l'avez peut-être vu, on va remettre ça en circulation. J'ai écrit au président de la République qui m'a fait l'honneur d'une invitation à déjeuner dans un cadre bien particulier. Il ne s'agit pas d'un déjeuner entre lui et moi spécifiquement, quoi qu'on vous raconte. Il s'agissait de m'inviter à déjeuner avec les élus des Hauts-de-France, plus exactement des maires et des élus au Parlement, sénateurs et députés, pour un échange à l'Élysée vendredi dans le cadre du grand débat national. Je précise bien dans le cadre du grand débat national, car c'est précisément la raison pour laquelle nous avons choisi avec les parlementaires de la France Insoumise, c'est le cas également de François Ruffin et d'Hugo Bernalicis, qui étaient concernés comme élus Hauts-de-France au même titre que moi, nous avons choisi de ne pas nous y rendre. Non pas que je ne veuille pas discuter avec Emmanuel Macron, j'ai d'ailleurs eu l'occasion d'écrire dans ce courrier que je me tenais à sa disposition pour échanger avec lui et lui donner mon appréciation politique de la situation et les solutions que nous portons, mais dans un autre cadre que celui du grand débat national. Parce que comme beaucoup d'entre vous, j'ai compris que le grand débat national ne servait pas les intérêts des Français, mais servait l'intérêt particulier d'Emmanuel Macron, qui a organisé cette opération pour faire en sorte de se réhabiliter lui-même et de la faire coller et traîner le plus possible vers les élections européennes pour que tout ça fasse un espèce de boulga où à la fin il s'en sortirait lui politiquement. D'ailleurs, regardons de plus près, je vous l'ai déjà dit aussi, le grand débat national n'a de grand que le nom. C'est très peu de gens qui ont participé, à peine 1% du corps électoral, et qui plus est, qui devrait intéresser La République En Marche, à peu près 8 sur 10 des gens qui ont reçu un petit texto sur leur portable leur disant « Coucou, il y a un grand débat national près de chez vous, vous êtes tiré au sort, est-ce que vous voulez venir ?» 8 sur 10 ont dit « Je viens pas, je m'en moque, j'ai pas envie d'y aller. » Pourquoi à votre avis? Pas parce que les Français n'ont pas l'appétit pour le débat, et n'ont pas d'idées. D'ailleurs, ceux qui ont participé ont des idées. Donc ceux qui ont choisi de ne pas y participer, je suis à peu près sûr qu'ils auraient aussi beaucoup à dire. Mais parce que le cadre posé est celui où le président de la République a dit « on va débattre, il va y avoir un grand débat national, à la fin je choisirai tout seul les conclusions et puis surtout, vous ne remettrez pas en cause le cap qui était le mien ». Et notamment, il a parlé de la question de fiscalité, pas question d'un grand soir fiscal, pas question non plus du référendum d'initiative citoyenne, ce qui est une provocation, alors que précisément, c'était les principales revendications soutenues majoritairement dans le pays. Donc je refuse d'y participer pour la raison que ma présence à l'Élysée ce vendredi vaudrait acceptation du cadre posé par le président de la République
et validation de celui-ci comme d'une bonne initiative. Et je continue de penser que c'est une véritable moquerie et une mascarade, ce grand débat national, même si dans l'absolu on peut dire « oui mais M. Castaner, c'est quand même bien de parler, de faire parler les gens, il y a un appétit pour le débat ». Oui, très bien, sauf que moi j'appelle à un grand débat qui soit conséquent, c'est-à-dire où la décision revient au peuple lui-même, pas au président de la République tout seul qui tirera ses conclusions avec ses conseillers dans un bureau à l'Élysée. Il faut que le peuple puisse décider. C'est ce que j'ai écrit au président de la République. Je lui ai dit « vous devez permettre que l'issue de cette affaire, l'issue de l'impasse dans laquelle nous sommes, revienne directement à la décision populaire. » Et vous avez pour ça plusieurs solutions. Moi, je propose effectivement le plus grand chambardement possible, mais parce que je pense que c'est nécessaire, c'est la constituante, c'est-à-dire un temps où on fait, oui, un grand débat, mais un grand débat conséquent, c'est-à-dire constituant, où on redéfinit collectivement pour refaire peuple ce que sont nos institutions, les droits qu'on se reconnaît les uns les autres. Mais si Emmanuel Macron ne veut pas de cette solution, il peut très bien décider que dans un moment d'impasse comme celui-ci et de désaccord important entre la représentation politique et le peuple, eh bien on peut revoter et il pourrait dissoudre l'Assemblée nationale, ce qui nous obligerait tous d'ailleurs à remettre en cause notre mandat. Mais au moins, c'est le peuple, seul souverain, qui prendra la décision de trancher cette affaire. Ça non plus, à cette heure, Emmanuel Macron n'en veut pas. Par conséquent, c'est un grand débat qui aboutit sur rien, sur aucune décision populaire, sur la décision du président. Et donc ça, je pense que c'est la raison pour laquelle beaucoup de Français ont décidé de le boycotter, pour laquelle beaucoup de Français ne veulent pas y participer. Et donc je crois que je suis plutôt en bonne corrélation avec l'avis majoritaire de la population en n'y participant pas. Et en tout cas, au vu des retours que j'ai pu avoir, je crois ne pas faire d'erreur, mais je reprécise, comme c'est écrit dans mon courrier, que si Emmanuel Macron est véritablement intéressé à connaître notre appréciation du moment et qu'il veut connaître nos propositions, je me tiens à sa disponibilité pour les porter avec toute la confiance que vous pouvez avoir en moi sur le sujet. Et vous voyez bien qu'en la matière, on a quelques idées à défendre qu'il pourrait entendre. Voilà ce que je voulais vous dire. Continuez à suivre ça puisque c'est votre intérêt de le faire aussi. Soyez contagieux. Vous avez vu qu'il y a quelques grands enjeux quand même, notamment effectivement à la fin du mois de mai, qu'il faut préparer tout ça. Parce que je crois que le plus grand drame finalement serait que l'on sorte d'une situation comme celle-ci en revenant à l'état précédent. Je crois que précisément le peuple français a de l'appétit pour tout changer et que tout changer, ce n'est pas une menace, c'est une opportunité. Face aux défis auxquels nous sommes confrontés, le moment politique que nous vivons peut faire jaillir le meilleur. Et donc je mets en garde sur le fait qu'Emmanuel Macron souhaiterait finalement étouffer tout ça pour le mettre sous le tapis le plus rapidement possible. Mais quoi que l'on mette sous le tapis, cette colère-là, qui est une colère légitime contre la vie chère, contre les injustices sociales, fiscales, elle rejaillira de manière encore plus importante. Donc c'est le moment de prendre des grandes décisions en matière sociale, en matière écologique, pas de faire en sorte de tout noyer pour qu'on oublie la situation et qu'on revienne à l'état d'avant. Voilà ce que j'avais à vous dire cette semaine. Si ces points politiques, comme d'habitude, vous plaisent et vous sont utiles, si vous voulez les partager, les diffuser, nous aider à monter dans les tendances, mettez le petit pouce bleu qui nous rend un bon service, même si c'est rien, ça vous coûte qu'un clic, mais nous, ça nous aide. Donc allez-y, là, pendant que je le dis, si vous voulez nous aider, c'est le moment de le faire, le petit pouce bleu. Et puis évidemment, si vous voulez vous tenir au courant régulièrement, voir les vidéos de nos interventions à l'Assemblée, de nos passages dans les médias et être tenu informé quand ce point politique hebdomadaire sort, eh bien abonnez-vous, c'est pareil. Ça ne coûte pas plus cher que le pouce bleu, c'est juste un clic. Et comme ça, on est aidé et encouragé à continuer. Voilà, bonne fin de semaine à toutes et tous. N'oubliez pas, l'inscription sur les listes électorales avant la fin de la semaine et je vous dis à très bientôt.